Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Média Pro, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité médiatique et audiovisuelle. Bien sûr, ce soir, on va continuer notre décryptage de la situation à Gaza, 100 jours après le début de la guerre. Ce soir, on va parler de la guerre de communication sur les plateaux de télévision et notamment avec ces images inédites d'un mouvement de résistance Hamas qui a visiblement massacré tous les plans médiatiques de l'État sioniste. Nous avons l'honneur ce soir d'accueillir une journaliste qui a justement un parcours important puisqu'elle a travaillé au Moyen-Orient, plus particulièrement en Palestine. Nassim Abdelrahman, bienvenue sur le plateau de Média Pro. Merci, bonsoir Salim. Alors, Faisal Metaoui et Sofiane Baroudi vont nous accompagner justement ce soir pour décrypter cette guerre des images. Avant de commencer le débat, on va regarder ces images un petit peu tournées à la GoPro et qui ont manifestement révolutionné les plans de communication des capitales militaires. يا رب سدد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا رب سدد يا رب. الله أكبر. لا الله أكبر ولله الحمد. مجاهدي كتيبة البريج إهداء لمخيم القادة، مخيم الدكتور إبراهيم المقادمة، قائد اللواء أيمن نوفل، القائد القسام الكبير مروان عيسى. ولا جبان طلع منها، ولا جبان طلع من الآلية. إن شاء الله يكون يتفحم. الله أكبر. Voilà, c'était les images de la résistance palestinienne à Gaza et aussi à la frontière libanaise. Messieurs, ces images un petit peu changent des images classiques de la guerre qu'on voit un petit peu en Ukraine, mais aussi dans les autres conflits internationaux.
le mouvement de résistance Hamas a inventé une nouvelle forme de communication, c'est-à-dire la résistance avec la GoPro ou éventuellement la caméra embarquée, où chaque action de résistance est immortalisée avec la caméra. Nassima Abdelrahman, oui, vous avez connu ça dans le passé? Non, pas précisément, parce qu'à l'époque où je me suis rendue en Palestine, c'était après les Déjà, les mouvements de résistance ne filmaient pas leur action. Ne filmaient pas leur action, effectivement. Et là, tout ce qui est filmé aujourd'hui avec la résistance Kataib al-Qassam du mouvement Hamas, il s'est inspiré de l'expérience ou de l'école de Hezbollah. Et aujourd'hui, certes, l'aspect de communication est très important pour immortaliser justement toutes ces opérations de résistance. À l'époque de Hezbollah, pour ouvrir une petite parenthèse, Salim, Hezbollah, quand il effectuait ses opérations, les Israéliens niaient que telle action, ils ont touché à une base militaire, il y a eu tant de victimes. Alors on filmait les actions. C'est à partir de là qu'ils ont eu l'idée d'immortaliser, de filmer toutes les opérations pour qu'elles restent dans l'histoire et les archiver et que les Israéliens eux-mêmes voient ces opérations. Aujourd'hui, toute la résistance palestinienne, moi je dirais, c'est un petit peu inspiré, si ce n'est pas l'école Hezbollah qui se reproduit à travers Kataib al-Qassam. Mais quelle est la touche aujourd'hui du Hamas? Ben oui, là, effectivement, parce qu'ils maîtrisent leur terrain. Il ne faut pas oublier, à Gaza a sa particularité. Donc, Hamas, il a sa stratégie, il a son approche qui est propre à lui. Faisal, justement, vous êtes un expert de l'image. Pour vous, que signifie cette nouvelle forme de communication? C'est d'abord une contre-propagande, parce que la propagande faite par l'armée israélienne, qui tend, comme disait Nassima, à dire qu'il n'y se passe rien, qu'il n'y a pas de base ciblée, qu'il n'y a pas de soldats tués, c'est une propagande militaire classique. Hamas a ramené une contre-propagande qui n'est pas du tout classique et contemporaine. Ça ne ressemble pas à des jeux vidéo. Quand on voit les images, on dirait non, c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. D'abord, c'est des images qui sont très réelles et qui sont partagées par les médias arabes, parce qu'il faut noter que tous les médias occidentaux, je dis tout, ignorent complètement ces images. Ne diffusent pas les images. S'ils n'avaient pas senti l'importance de ces images, leur impact sur les opinions, ils les auraient diffusées. Ils ne les diffusent pas, donc on a cette notion du triangle inversé. Le triangle inversé actuellement est rouge. Le triangle rouge, c'est la cible. Il cible, par exemple, El Charmé, en fait, actuellement, il est considéré comme un symbole contre les idées d'extrémistes et racistes. À l'époque nazie, c'était les opposants au régime nazi qui portaient ce triangle inversé. Donc le choix de cette couleur et de cette couleur rouge n'est pas par hasard. La deuxième chose, c'est qu'il y a la conception de ce qu'on appelle le Masaf al-Safr, la distance zéro. C'est quelque chose qui est maintenant devenu très célèbre au monde, parce qu'on a vu des combattants, des résistants palestiniens poser des obus carrément sur le char. C'est pratiquement du jamais vu en temps de guerre. Ça souligne l'importance de ce combat qui est mené au corps à corps à l'intérieur de Gaza, et également le courage. Et Abu Ubaïda, aujourd'hui, qui ne connaît pas dans le monde Abu Ubaïda, même s'il est ignoré par CNN, BBC, toutes les chaînes internationales, il apparaît quand même dans les images, il apparaît dans les dessins, il apparaît dans les jours. C'est un personnage qui fait la contre-propagande à lui tout seul, et quand il parle, on l'écoute, y compris en Israël. Sofiane, pardon. Abu Ubaïda, c'est un petit peu le Marcos de la résistance palestinienne. Exactement, c'est devenu une figure très très importante. Ne pas diffuser l'image du porte-parole, rester dans le flou, rester dans l'anonymat, construit tout un personnage et même une légende. On va dire que Abu Ubaïda actuellement constitue vraiment une légende vivante, notamment dans les rues arabes et de tout le monde musulman, mais bien au-delà, parce que c'est vraiment un symbole des luttes de libération en régénérescence. Et le principal objectif justement de la communication révolutionnaire de Kataib al-Qassam et de toute la résistance palestinienne, c'est déjà de déjouer toute la propagande et d'atteindre des objectifs politiques concrets. Par exemple, l'un des objectifs qui a été affiché
par l'armée d'occupation en envahissant Gaza et en perpétrant les massacres et le génocide qu'on connaît, c'était la démilitarisation et la destruction des structures de la résistance. Cet objectif n'a pas été atteint manifestement et on peut le voir à travers la profusion d'images justement. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect techno-guérilla, c'est-à-dire que l'armée d'occupation est hégémonique au niveau technologique mais aussi au niveau de l'armement, mais la résistance arrive, si vous voulez, à développer des moyens asymétriques de guérilla en utilisant des moyens technologiques aussi qui sont permises, on va dire, par l'ère actuelle, l'ère numérique, et qui sont particulièrement bien maîtrisées par les guérilleros palestiniens et aussi par les guérilleros libanais. Parce qu'il y a un aspect aussi, les techniciens jouent un grand rôle dans ça. Il y a des montages qui sont faits, parfois il y a des images qui sont mystérieuses. On ne sait pas exactement comment la résistance a pu se procurer des images, par exemple, en plein milieu de camps retranchés de l'armée d'occupation. Et donc ça sème le doute et ça pose des contradictions politiques dans l'entité sioniste. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu des manifestations à Tel Aviv contestant le gouvernement de guerre de Netanyahou et lui reprochant de ne pas avoir atteint les objectifs de guerre, ce qui est manifestement le cas. Et donc, c'est un aspect politique absolument crucial. Nassima, quel est l'impact aujourd'hui de ces images d'abord sur l'Occident, mais également sur la guerre médiatique et la guerre un petit peu des images qui est un petit peu lancée dans ce conflit? Moi, à mon avis, c'est pas à mon avis, c'est une réalité. L'influence aujourd'hui, la stratégie de communication élaborée par Hamas est très importante. Elle est importante dans l'influence de l'opinion. Ces images-là qui arrivent aujourd'hui au monde occidental, sachant que la déontologie journalistique du monde occidental est passée de l'autre rive. Eux qui étaient donneurs de leçons, de liberté d'expression, préservation de démocratie, finalement, cette guerre les a bien mis à nu, hein, si je peux me permettre l'expression. Devant cette ouverture du monde, devant cette technologie qui a permis à l'opinion internationale de voir la réalité, la vérité, tout ce massacre, les génocides, le nombre d'enfants et de femmes martyrs, il me semble aujourd'hui, c'est la plus grande des guerres, c'est la guerre des médias. Et puis les objectifs de guerre, Salim, comme évoqué par Sofiane, n'ont pas été atteints. Ça fait 100 jours que la guerre... 100 jours exactement aujourd'hui. Hein. Guerre entre guillemets, parce qu'on n'est pas en face de deux armées régulières qui s'affrontent. Conventionnel. C'est un mouvement qui tente de résister, de repousser l'agression israélienne. Netanyahou, qui est maintenant en difficulté à l'intérieur d'Israël, on a même vu des manifestants qui disent non au génocide à Gaza parmi des Israéliens qui, bien sûr, ont été réprimés. Ouais. Parce que d'abord, il a dit qu'il fallait détruire Hamas. Hamas est une idée politique, comment on peut la détruire. Il n'a pas détruit Hamas. Il a dit qu'il faut retrouver les otages. Les otages n'ont pas été retrouvés, sauf ceux qui ont été libérés après négociation. Il a dit que la Gaza ne sera plus une menace pour Israël. Tous les trois objectifs n'ont pas été atteints. Et beaucoup d'experts militaires, on en parlera tout à l'heure, disent que les services secrets israéliens, les renseignements qui sont présentés comme des modèles de renseignement dans le monde, n'ont pas beaucoup d'informations sur ça. Juste une question, madame et messieurs. Il y a une image qui est aussi plus forte que ces images de guerre, c'est l'image de la libération des otages. Cette libération des otages, c'est présenté comme une libération en bonne et due forme, de la présentation de l'otage qui est, disons, bien respecté, respect des droits de l'homme. Ça s'est retourné un petit peu sur cette image justement de prisonniers palestiniens qui sont humiliés, qui sont dénudés parfois et qui sont torturés. Hein. Donc aujourd'hui, le Hamas a également gagné cette image de l'humanité. Oui, Faisal. Moi, pour revenir à l'opinion internationale et en revenant aux otages. Effectivement, maintenant, l'opinion internationale, je crois, qui était à un moment donné très loin de la question palestinienne et le droit des Palestiniens à l'État. On n'était pas intéressé, disons.
Pas désintéressé, parce qu'on a voulu, faire oublier la question palestinienne et le droit à l'État palestinien. Les images frappantes des otages libérés dans le grand respect, qui ont été libérés dans le grand respect des droits de l'homme, pratiquement, il a mis à nu le système où toutes les idées reçues par le monde occidental. Aujourd'hui, moi je dirais, Hamas, il a gagné la bataille médiatique. Parce qu'on a tenté de les présenter comme des sauvages, évidemment. Des animaux. Salim connaît très bien le cinéma, comment le cinéma occidental présente toujours les Arabes et les musulmans et les Africains comme des terroristes, des violeurs, des voleurs, des barbares. D'abord ça, et puis maintenant, pour contrer cette image, parce qu'on a vu les otages saluer les combattants de Hamas, ils les saluaient, ils leur faisaient même des au revoir. Humain. Après tout, des relations humaines, on a tenté de dire, voilà, c'était la propagande de Hamas, évidemment, de l'autre côté, du côté occidental. Et ensuite, on a inventé une histoire où il n'y a aucune preuve en disant que les militants de Hamas ont violé des femmes lors de l'attaque du 7 octobre. Il n'existe aucune preuve à ce jour. Et même l'ONU et toutes les organisations internationales, plus ou moins crédibles, n'ont pas du tout crédité cette thèse. C'est justement pour tenter de détruire l'image laissée dans le monde entier de ces otages libérés dans de très bonnes conditions, parce qu'on a dit qu'ils ont été maltraités, qu'on les a torturés, etc. Pour rester dans le même ordre d'idées, c'est que vous vous souvenez tous que les Israéliens, notamment le bureau Netanyahou et tout son staff, le cabinet, ils ont interdit aux otages de faire des déclarations. De faire une conférence de presse, un point de presse. Ils ont été interdits. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ont été très bien traités et qu'ils n'ont manqué de rien. Ils ont été même choyés au point ils les ont autorisés à exercer le rituel dans la liberté la plus totale. Oui, parce que justement, il y a un droit y compris à la guerre, et ce que démontre la barbarie justement du système d'occupation sioniste, c'est qu'il ne respecte absolument aucune règle, y compris le droit international humanitaire, ce qui choque l'opinion publique et ce qui est au cœur de la défaite actuelle du projet colonial sioniste en Palestine. Après, il y a un deuxième aspect que j'aimerais développer, c'est que, si vous voulez, la guérilla ou alors le mouvement de résistance palestinien n'est pas le premier mouvement à avoir utilisé l'image. Il faut se rappeler que l'armée de libération algérienne a aussi filmé beaucoup de séquences d'opérations, notamment à un moment où la France disait qu'il n'y avait pas de structuration de la révolution algérienne, et c'est là où entre en scène un personnage comme Loboudovic qui a lui-même... René Vautier aussi. Exactement. Qui a montré, qui a filmé par exemple des sabotages ou alors des opérations, des incursions depuis les frontières tunisiennes pour démontrer toute la vigueur, le dynamisme de la révolution algérienne qui continuait malgré la très grande répression et malgré aussi l'utilisation disproportionnée de moyens militaires pour essayer de tuer une idée et l'aspiration d'un peuple qui, en fin de compte, ne peut pas être réprimé. Parce qu'à l'époque, le colonialisme français, rappelez-vous, disait qu'il ne se passait rien en Algérie. Exactement. Qu'il n'y avait pas de résistance. Ils ont déployé beaucoup de moyens de propagande pour dire... comme des terroristes aussi. Et hors la loi, qui finalement, ils ont été obligés de négocier avec eux pour les accords d'Évian et pour avoir donc... et les images qui ont été produites par l'APS à l'époque ont servi pour le plaidoyer à l'ONU. Ça a été un élément capital. Et c'est ce qui va arriver en Palestine. Ils finiront par négocier avec Hamas. Arafat était présenté comme un terroriste, rappelez-vous. En 82, l'OLP était classée organisation terroriste. Alors justement, Nassima, puisque tu es là, on va regarder un petit peu les images de ta rencontre avec Yasser Arafat. Le mouvement de résistance palestinienne aujourd'hui, est-ce qu'il est plus fort qu'avant ? Le mouvement de résistance palestinien, si on doit parler de Hamas, c'est vrai qu'il devient plus fort aujourd'hui parce que il y a le peuple palestinien, du moins quand on parle de Gaza précisément, parce que c'est là où il est installé. On voit ton image avec Yasser Arafat. Oui, bon, avec quelques rides en plus, mais c'est pas grave. Donc, il garde aujourd'hui, au contraire, il se propage jusqu'à arriver à la Cisjordanie, parce que la Cisjordanie, quand on dit la Cisjordanie, c'est le mouvement Fatah. Là, aujourd'hui, non, c'est tout le monde qui est derrière Hamas, parce qu'ils savent maintenant, on lutte, on se bat pour un territoire, pour un État. Maintenant, c'est vrai que on verra après cette guerre, qu'est-ce qu'il y aura comme après la décantation, je dirais, de toutes ces opérations, tous ces faits.
en quoi on va... L'unification des factions, comme c'était les factions palestiniennes, c'était une démarche de la diplomatie algérienne qui est à saluer, bien sûr. L'unification de toutes ces factions est importante, même après la guerre, parce que le Hamas a pris de l'ampleur, effectivement. L'idée de la résistance du peuple palestinien est devenue mondiale actuellement, parce que c'est tout le monde qui en parle, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, il y a des manifestations. Il se trouve qu'aux États-Unis, les manifestations pro-palestiniennes ont été les plus nombreuses au monde, malgré l'attitude du gouvernement Biden et de ceux de la Grande-Bretagne et de certains pays européens, dont la France et l'Allemagne, etc. Donc l'après-Gaza, l'après-attaque est très important sur le plan politique. Et je pense que... Elle va déterminer la politique de la Palestine. La Palestine, future, la solution de 2 États, la reconquête, le retour aux frontières de 1967, etc. Toutes ces résolutions seront importantes. Pardon, Faisal, maintenant, je ne sais pas si tu suis certainement les déclarations du ministre des Affaires étrangères américain. Il est arrivé à la conviction que l'existence de 2 États, il est inévitable. Oui, il insiste sur ce point-là. Nassima, justement, en parlant de mouvement de résistance, aujourd'hui, le mouvement Hamas disons, l'État sioniste a essayé de casser le mouvement de résistance palestinienne en séparant, en créant disons, un conflit entre les 2 mouvements. Aujourd'hui, il a échoué dans sa mission. L'objectif par les Israéliens ou les sionistes... Les Palestiniens sont unis autour de leur mouvement politique. Ils sont arrivés, maintenant, ils ont l'ultime conviction que c'est le seul moyen, c'est de se battre pour arriver à avoir un État. Ils ont pris comme référence la révolution algérienne. D'ailleurs, qui est à chaque fois par des analystes politiques, elle ressuscite le combat algérien, revient en devant de toutes ces résistances-là comme étant une référence de combat, de lutte afin d'exister tant que peuple et d'avoir la liberté, bien sûr, pour laquelle on est en train de se battre. Nassima, vous avez assisté la semaine passée justement à la polémique avec Mustapha Barghouti. On essaie justement de décrédibiliser les leaders du mouvement Fatah. On essayé de les affronter à l'action de Hamas. Les opposer à l'action de Hamas. De les opposer et de les affaiblir. Mais ils ne tombent pas dans le piège. Oui, non, de les affaiblir. Parce qu'il faut préciser, pardon Nassima, qu'aucun leader ou responsable de Hamas n'est invité sur un plateau occidental. Ambassadeur palestinien. L'ambassadeur palestinien. Non, l'ambassadeur palestinien, il est Fatah. Il est de Fatah, le mouvement Fatah. Pour l'instant, tous les ambassadeurs, toutes les représentations diplomatiques, c'est du mouvement Fatah. Nassima, dans la propagande, parce qu'il y a une propagande occidentale qui tend à couvrir les crimes d'Israël et de la défendre. On l'a vu après la présentation du dossier devant la Cour de justice internationale, comment une grande partie des médias occidentaux ont retenu les thèses israéliennes, les arguments israéliens, et ils ont complètement ignoré les thèses avancées par l'Afrique du Sud et les défenseurs. Ça donne une idée un peu sur ce que je disais tout à l'heure, Nassima, sur le comportement des médias occidentaux. La division des Palestiniens est une stratégie de guerre aussi. Parce qu'on a voulu séparer Ramallah, Hamas, diviser, et ensuite maintenant, même dans les termes, dans la sémantique utilisée par les médias, on parle de guerre Israël-Hamas. La Palestine n'existe plus. Il y a un élément important aussi pour maintenir justement cette division, c'est qu'actuellement, au moins des dizaines de soldats de l'armée d'occupation sont retenus par la résistance qui demande justement la libération de leaders politiques palestiniens qui seraient la clé de la réunification et aussi de la création d'un mouvement unitaire de combat. Parmi eux, Marwan al-Barghouti et aussi Ahmed Saadat, l'ancien secrétaire général du FPLP. C'est-à-dire que l'un des éléments de la division, c'est le fait de retenir plus de 6000 prisonniers politiques palestiniens dans les geôles sionistes en utilisant par exemple d'une manière galvaudée des mécanismes comme le mécanisme de la coopération sécuritaire hérité des accords d'Oslo que la partie israélienne a complètement violé pendant 3 décennies. Et donc, on va dire que à la fois la division elle est entretenue et qu'il y a même des choix de renoncer à l'opinion publique parce qu'il y a une très très forte pression de l'opinion publique pour la libération des prisonniers, mais le deal n'est pas encore fait parce qu'il y a une peur de trouver des leaders palestiniens qui arrivent justement à traduire l'aspiration concrète du combat palestinien actuellement, qui n'est pas juste palestinien, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des mouvements de résistance aussi qui sont solidaires activement au Liban,
Liban, au Yémen et en Irak, et notamment au Yémen, parce que on risque d'avoir vraiment une propagation de ce conflit-là, et on risque d'avoir un danger éminent, y compris pour le projet colonial dans la région. D'ailleurs, il y a une implication de plus en plus importante des États-Unis, notamment en mer Rouge, qui est très contestée à Washington. C'est pour leur diversion, parce que curieusement, l'attaque contre les Houthis au Yémen, contre le peuple yéménite, était le même jour que la présentation du dossier de l'Afrique du Sud devant la Cour de justice. C'était une opération de diversion pour détourner l'attention. D'ailleurs, lors du procès, il y a eu des arguments complètement galvaudés. Par exemple, l'avocat de l'entité sioniste a attaqué l'Égypte en disant que c'est l'Égypte qui empêchait l'afflux d'aide humanitaire, alors que Rafah a été bombardé 4 fois au moins depuis le début. Alors, on va aborder un autre aspect justement de cette guerre des communications, c'est l'apparition justement des conseillers ou des consultants militaires sur le plateau de télévision. Alors, pour la majorité d'entre eux, c'est des anciens militaires et principalement des généraux. On regarde cet extrait des principaux consultants sur les plateaux de télévision, aussi bien arabes qu'occidentaux, et on revient au débat. Well, all of the bases that we have in Iraq and Syria, unfortunately, where we still have over 1,000 Americans, all of those would be targeted, and this time they would target them accurately, and this destruction would be wholesale. I would expect trouble here at home and in the United States because of the open border. Hezbollah has a very large operation in Mexico. There are no doubt many Hezbollah agents inside the United States. We can only begin to imagine the kind of trouble they could cause. Laissez finir le général. Meilleur, s'il vous plaît, laissez finir le général. Voilà. Et moi, je vous rappelle quand même que si vous avez un droit immémorial sur cette terre, il va falloir le rendre aux Philistins. Et puis peut-être qu'il faut rendre Constantinople aux Turcs à un moment donné. Donc la Cisjordanie, ça a été reconnu. C'est un territoire reconnu qui appartient aux Palestiniens. Vous n'aurez jamais la paix. C'est tout ce que je veux dire, moi. Si vous n'aurez jamais la paix, si à un moment D'abord, c'est pas vous. Je suis député français jusqu'à nouvel ordre, même si je suis franco-israélien. Oui, mais vous êtes le porte-parole de M. Netanyahou au quotidien. M. Netanyahou, indépendamment du fait qu'il est décrédibilisé, il annonce on va éradiquer le Hamas. Ça doit être la 5e fois qu'il parle d'éradiquer le Hamas. Au moins 3 fois qu'il parle d'éradiquer le Hezbollah. Ils n'y arriveront pas, comme les fois d'avant. Ils détruiront beaucoup, ils tueront beaucoup de gens. Sont-ils innocents ou pas? C'est un autre débat. Vous voyez ce que je veux dire? بعد 100 يوم من العدوان المكثف وهي حرب عالية الوتيرة وعالية التدمير كما رأينا منذ اليوم الثاني أو منذ اليوم الأول، يعني منذ 7 أكتوبر ولغاية اليوم، فعلا العدو الإسرائيلي أمام فشل استراتيجي كبير على كل الجبهات يعني وبكل المعاني. بالكلمينيشن بوينت، يعني نقطة الذروة. نحن اليوم في غزة في مرحلة ما قبل القمة، وبالتالي التحضير للمرحلة الثانية. يعني اليوم المرحلة القادمة يتحدث الكل عن مرحلة ثالثة، ولكن هذه المرحلة الثالثة التي تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقوم على ما يلي: أن تطوق إسرائيل مناطق معينة تخرج من الأماكن السكنية، وبالتالي تضع قوة أمنية معينة، وهنا يكمن المشاكل الكبرى. أكبر في قلبهم يا أولاد. حلل يا دواري. لكن إذا تحدثنا عن الصواريخ، تم إطلاق 3200 صاروخ في اليوم الأول، وبالتالي هذا الرقم متواضع. لماذا؟ لأنه أصلا الأرقام غير معروفة. يعني التقديرات نيويورك تايمز بأن مخزون حماس بعد انتهاء 21 كان 50,000 صاروخ. الواشنطن بوست قدرت ب 35,000 صاروخ. لاحظ التباين ما بين صحيفتين يعني لديهما نفوذ واسع ووسائل كثيرة للحصول على المعلومة. Voilà, c'était un extrait généralisé justement des principaux experts militaires. Pour la majorité d'entre eux, c'est des experts qui ont un parcours. Ils sont actuellement
à la retraite, mais ils ont une histoire. Par exemple, le général McGregor, ancien cadre du Pentagone et de l'OTAN, Mikhail Yakovlev, vice-chef d'état-major de l'OTAN, également général Richelieu, ancien commandant de la brigade française, ancien militaire, haut fonctionnaire de la défense française, mais également, surtout, les analystes arabes. Nous avons bien vu Lias Hanna, général libanais, mais surtout, disons, la star d'Al Jazeera, et qui a un petit peu révolutionné l'analyse militaire des conflits ou des guerres sur le terrain, c'est bien sûr Ziad Doueiri et le célèbre appel des résistants du mouvement Hamas, Halil Yad Doueiri. Oui, parce que Doueiri nous rappelle le général Chaz. Je rappelle que c'est un général jordanien, d'origine palestinienne bien sûr, mais qui a un parcours et qui a justement analysé d'une manière très objective, il faut le préciser, très objective de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Absolument, parce que ça nous rappelle le général Chazli durant la guerre israélo-arabe. C'était sur les télévisions algériennes, il faisait de l'analyse. Et ce qui est à signaler, par exemple, ce que dit Faiz Doueiri et ce que dit même le général Michel Yakovlev, qui est français, qui est toujours en activité, n'est pas à la retraite parce qu'il travaille pour l'OTAN. Oui, disons qu'ils sont à la retraite sur le plan militaire. Mais c'est des experts toujours. Ils travaillent toujours, mais ce qui est intéressant avec tous ces généraux, c'est que leur analyse est plus ou moins froide. Il y a pas froide et direct. Direct parce qu'on a vu, par exemple, le général Yakovlev qui était sur LCI et il a analysé la situation à Gaza. Il dit que Israël ne va pas gagner la guerre à Gaza. Oui, il l'a dit d'ailleurs. D'abord, il dit que Israël n'a pas d'informations. Il dit que la ville de Gaza va finir par absorber et digérer les soldats israéliens. Il dit qu'ils n'ont pas de renseignements. Ce qui est curieux, c'est que le journaliste de LCI l'arrête et lui dit, je disais ça tout à l'heure à Nassima, il arrête et lui dit non, Israël a des gens qui le renseignent à l'intérieur de Gaza. Le journaliste devient le défenseur de l'armée sioniste. C'est le journaliste qui devient l'expert militaire. On a vu ça dans plusieurs médias occidentaux, c'est quand même curieusement. Et le général Yakovlev disait que tous les Palestiniens qui habitent Gaza n'aiment pas Israël. Donc, c'est une analyse militaire. Il dit que sur le plan militaire, lorsque vous êtes dans un territoire où les gens ne vous détestent, vous n'aurez aucune possibilité d'avoir du renseignement. D'où maintenant la difficulté, comme on l'a vu à Khan Younes, comme on l'a vu à Jabalia et ailleurs, comment l'armée israélienne est en train de s'engloutir. Aujourd'hui, Abu Ubaïda de Hamas disait qu'ils ont détruit 1000 blindés en 100 jours. En 100 jours, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Comment un groupe de résistance qui a été présenté comme un groupe terroriste, qui n'a pas de moyens, qu'on peut détruire comme ça sur un claquement de doigts, a réussi à mettre à genoux l'armée aussi, l'une des armées les plus puissantes au monde? C'est une grande question qui est posée aujourd'hui à tous les stratèges militaires. Nassima, les actions du mouvement de résistance sont parfois dédiées. Moi, c'est pour revenir à ce qui vient de développer notre ami Faïs par rapport à Gaza. Parfois, les résistants du mouvement Hamas dédient leur action à Doueiri en disant, voilà, l'analyse. Pourquoi? Parce qu'il l'explique avec des termes très accessibles au grand, très simples et accessibles au grand public et argumentés. Il les met en confiance, il leur donne du courage à travers son analyse. Et c'est un stratège, il ne faut pas oublier que c'est un militaire stratège. Pour revenir effectivement à Gaza, pour ceux qui ne connaissent pas Gaza. D'ailleurs, je l'ai toujours dit autour de moi. Tout à fait. J'ai dit, Gaza, c'est très complexe et les Israéliens ne pourront jamais en sortir indemnes de cette guerre. Des ruelles surpeuplées, des cachettes partout. Sans parler des tunnels. Sans parler... Là, les tunnels qui sont bâtis il y a plus de 30 ans, c'est pas de travail. Construits par Israël. Tout à fait, parce que c'était des lieux de sécurité en cas de... Ils veulent pas l'admettre. Ils veulent pas l'admettre. Les archives, ils sont là pour en témoigner. Alors, pour revenir aux stratèges, aux militaires et leur explication par rapport à toutes les opérations, d'abord, ça fait partie d'une propagande. Et ici... bien sûr, il y a l'influence sur l'opinion publique. Et cette influence-là ne peut que rassurer davantage d'abord les Gazaouis, les Palestiniens, dans le développement et l'explication de multiples opérations et ces stratégies. Et ça donne de l'assurance aussi aux combattants de Kataib al-Qassam et Hamas comme organisation.
Sofiane, tu voulais revenir plutôt sur la figure de Douglas McGregor, célèbre analyste américain. Bon, lui, c'est un ancien de l'OTAN qui était un peu chef de mission pour la Yougoslavie. Et ce qui est intéressant pour la séquence justement du conflit au Moyen-Orient, c'est que lui, dès le départ, il a déjà révélé la participation des commandos Delta, c'est-à-dire des troupes d'élite américaines, dans l'invasion terrestre de Gaza. Et il a mis en garde l'administration et le Pentagone, qui d'ailleurs est actuellement secoué par la maladie du ministre de la Défense américain, qui fait beaucoup jaser à Washington. Il a mis en garde contre les conséquences potentielles sur les intérêts américains, non seulement au Proche-Orient, mais aussi dans toute la région, notamment en Irak, en Syrie et en mer Rouge. D'ailleurs, on remarque qu'il y a de plus en plus d'attaques contre les bases, contre les champs pétroliers qui sont contrôlés par les Américains, et donc que la présence américaine au Moyen-Orient est remise en cause par une politique, si vous voulez, de soutien maximal à l'entité sioniste, notamment de soutien militaire très important. On parle de dizaines de milliers de tonnes d'obus qui sont fournis d'un point aérien, même s'il y a sur le plan diplomatique et formellement des efforts qui sont fournis pour, on va dire, tempérer l'assaut maximal de l'armée d'occupation et pour assurer au minimum l'entrée des aides humanitaires. Et c'est très très important parce que d'un point de vue stratégique, tout ce qui anime ce conflit, c'est justement le fait que les objectifs de guerre ne sont compris par absolument personne. Même la grande presse américaine conteste tous les jours et questionne les vrais objectifs qui ne sont pas en réalité compris. Pour rebondir sur ce que dit Sophie, le Foreign Policy, qui est même un organe de presse très sérieux aux États-Unis, a annoncé il y a 2 jours, disant qu'Israël n'a pas écouté un conseil américain de ne pas s'engager, de ne pas engager une offensive terrestre à Gaza. Les Américains sont basés sur leur expérience en Irak et en Afghanistan. Parce qu'on oublie qu'en Irak et en Afghanistan, les troupes américaines ont échoué. Ils ont été obligés de se retirer, de Fallujah, etc. Et pour quel résultat disait tout à l'heure Sofiane, l'engagement terrestre a commencé le 27 octobre, c'est maintenant presque 2 mois. Plus de 500 soldats israéliens tués, plus de 5 000, 10 000 soldats maintenant sont dans des hôpitaux psychiatriques, parce qu'on l'oublie, on ne le dit pas sur le plan... Et on ne donne pas les vrais chiffres. Bien sûr, ça prendra avec beaucoup de pincettes, peut-être qu'il y a plus. Et donc, après 3 mois, 100 jours, est-ce que la guerre a atteint ses objectifs? On l'a dit déjà, vous vous rappelez au début, Sofiane, dans les premières émissions, on disait que l'armée israélienne n'a pas l'habitude de s'engager aussi plus de 10 jours, 15 jours dans un terrain. Surtout que maintenant, elle est dans un terrain hostile. Nassim a parlé de cette ville, labyrinthe, Gaza, etc. Ils ont dit, vous vous rappelez, ils ont dit que nous avons reconquis le nord de Gaza. Il se trouve qu'il y a toujours des roquettes qui sont tirées du nord de Gaza et le combat a repris. Donc ils n'ont pas repris le nord de Gaza. Le mensonge, parfois, il peut tenir quelques temps, parce que ça a été repris par tous les médias, y compris par les grandes agences. Or, maintenant, on constate que les combats ont bien repris dans le nord de Gaza, donc cette région n'a pas été reconquise. D'où l'efficacité, le combat de l'image, qui sont des preuves tangibles pour ce qui se passe sur le terrain à Gaza. Alors, on n'a pas eu le temps de le faire, mais il y a aussi l'Égypte, où il y a... vous voulez, des débats très très importants et beaucoup d'experts militaires qui sont invités sur les plateaux, et notamment dernièrement parce qu'on a appris qu'il y a eu une notification officielle de l'armée d'occupation pour l'Égypte qu'il y allait y avoir des opérations dans une zone de démarcation qui est censée être une zone démilitarisée. Ça s'appelle le couloir de Philadelphie, ce qui constituerait vraiment une escalade très 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 dangereuse et qui impliquerait directement l'Égypte dans ce conflit qui est déjà de haute intensité. Un dernier mot, Nassima, concernant ce conflit, cette guerre des images, mais également cet échec, justement, un petit peu de l'image. Cet échec de l'armée sioniste pour maintenir un petit peu son diktat sur les médias occidentaux aussi. Hein. Oui, on en avait parlé. Parce que même les médias occidentaux, américains, européens, ont échoué pour donner une image inverse de ce qui se passe sur le terrain. Ils ont échoué devant leur peuple, surtout. Tout à fait. Devant leur opinion, chez eux, ils ont échoué. Donc, et là, je crois que la guerre de l'image aujourd'hui, elle reste l'épreuve tangible, immortalisée par le mouvement Al-Qassam de Hamas. Je crois que ça va rester pour l'histoire. La principale crainte, pour rebondir sur ce que dit Sophia, c'est la politique de la terre brûlée que Netanyahou pourrait engager. D'où cette escalade avec l'Égypte. Parce que aller vers une guerre avec l'Égypte n'est pas à écarter à l'heure actuelle, puisque quand on échoue dans une guerre, on va engager un autre front. Merci Nassima Abdelrahman d'avoir participé avec nous à Mediapro. Merci Faisal, merci Sofiane Baroudi. Cette émission est à présent terminée. On vous dit bonsoir. On vous laisse surtout avec l'équipe des sports pour commenter les derniers matchs de la CAN. Restez branchés sur Al24 News.